Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce nouveau rendez-vous du 7 Info. L'essentiel de l'actualité de la semaine avec des invités pour aller au-delà de l'Écosse. J'ai avec moi sur ce plateau Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également un invité, c'est un blessé de l'attaque de Bongou, Yembwado Tankwano. Avec vous, il sera question de témoignage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. Dans un instant donc, pour en savoir davantage sur les circonstances de cette attaque avec notre invité, le 7 Info, c'est parti. Actualité de la semaine marquée justement par cette attaque de Bongou avec la visite du président directeur général de la société minière Semafo aux blessés de l'attaque de Bongou. C'était à l'hôpital de Tenganou. Aux côtés des siens, Abdul Kader Guiro peut réaliser à quel point il a de la chance. Ce superviseur des mines est un des rescapés de l'attaque du convoi de l'entreprise minière Semafo. Touché d'une balle dans le dos, il est interné au centre hospitalier universitaire Tenganou. Près d'une semaine après le drame dans lequel il a perdu plusieurs collègues, Abdul Kader se souvient de ce mercredi de terreur. On entendait des coups de feu. A priori, on pensait que c'était des tirs de sommation. Juste, moi je dormais en temps, j'ai entendu une des vitres éclater. En même temps, j'ai reçu une balle au dos. Je me suis couché. Heureusement, on avait deux hommes détenus dans le véhicule qui voyageaient avec nous, mais qui étaient en civil. Ils ont dit non aux gars de rester tranquille. Ils ont dit au chauffeur de continuer à rouler. Donc le chauffeur a roulé, c'est ça réellement qui nous a sauvés. Ce 12 novembre, le président directeur général de la société minière Semafo vient au chevet de ses blessés pour leur apporter assistance et réconfort. Depuis les événements qui sont évidemment des événements extrêmement tragiques, je vous dirais que la seule priorité qu'on a eue, c'est nos employés et leurs familles. C'était très important pour nous de venir rencontrer ces blessés-là, leurs familles, et puis de leur assurer tout notre support. On souhaite que les gens soient tous de retour sur pied le plus rapidement possible et en santé le plus rapidement possible. Et c'était le but de la visite. Initialement au nombre de 48, il ne serait plus que 11 internés dans les locaux du CHU Tenganou. Semafo, leur employeur, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que ces blessés recouvrent la santé et retournent auprès de leur famille. Voilà. Avec nous donc, Yembwado Tankwano, l'un des blessés de cette attaque terroriste. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je me porte mieux. Je me rétablis peu à peu. Vous avez reçu des balles? J'ai reçu 3 balles. 3 balles? Ouais. L'une au dos, l'une sur le flanc et l'autre sur le pied. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la prise en charge s'est bien passée aujourd'hui? Ouais, ça, je remercie l'ensemble du personnel de santé qui m'ont pris en charge au niveau de l'hôpital Jean-Baptiste Ouédraogo. Voilà. Sinon, depuis l'incident, je veux dire que la prise en charge là n'a pas été immédiate. Voilà, pour une attaque qui s'est déroulée aux environs de 9h30, je ne maîtrise pas les heures exactes. Voilà, on a été entre-temps d'abord transporté dans un CSPS le plus proche, Ougarou. Voilà. Moi, personnellement, là-bas, on m'avait bandé le dos parce que c'est la blessure qu'ils voyaient. Alors qu'en bas, je saignais. Ils ne savaient pas. Bon, c'est quand ils ont constaté que je perds beaucoup de force qu'ils m'ont retourné. Ils se sont rendus compte que le véritable problème même était à ce niveau. On suppose qu'à Ougarou, il n'y a pas forcément le personnel assez habilité à prendre en charge ces cas de situation. C'était forcément avec sûrement les moyens du bord. Oui, bon, apprécier les qualités des agents de santé de là-bas, je ne saurais dire que ils ne sont pas à la hauteur de cela. Les conditions techniques pour les conditions techniques, est-ce qu'ils étaient préparés souvent à recevoir d'énormes blessés en même temps? Il y a tout ça. Voilà. C'est la question qu'on se pose.
Voilà. Donc on peut comprendre un peu On peut comprendre un peu qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde en charge en même temps. C'était presque impossible. Et par la suite? Bon, par la suite, ce qui s'est passé, on était là, on prenait la voix de certains, on essayait de maintenir un tant soit peu la vie de certains. Voilà, moi particulièrement, j'ai pu observer mes camarades blessés qui ont succombé devant moi. Ils se sont tordus de douleur et mourir devant moi. Si j'ai de quoi créer du traumatisme, on suppose, vous êtes venu avec votre casque et votre téléphone portable. Oui, pour signe de témoignage, pour que les gens puissent comprendre à quel point, quand on parle de terrorisme, ce n'est pas de l'amusement. Moi particulièrement, j'entendais parler, et il a fallu que je vive ça pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Mon téléphone qui était dans mon sac, voilà, le voilà. Le voilà, mon téléphone qui était dans le sac. Voilà, j'avais encore mon casque qui était dans mon sac, et le voilà encore, qui a été traversé par une balle. Voilà. Ça prouve un peu la gravité de la situation. Voilà. Entendre parler de terrorisme et vivre ça, c'est deux mondes différents. Et du coup, forcément, vous n'avez pas désormais la même approche de la question aujourd'hui quand on le pose. C'est vrai que par moment, on a l'impression que certains Burkinabés font un peu dans le déni, n'ont pas la pleine conscience de la réalité de la situation aujourd'hui. Exactement. Et quand effectivement le président du Faso appelle justement à la mobilisation d'ensemble pour venir à bout du phénomène, vous qui avez vécu ça, vous dites il y a de quoi justement faire dans la cohésion sociale aujourd'hui, mobiliser l'ensemble des énergies des Burkinabés. Exactement. Parce que moi, personnellement, avant ce jour, j'entendais on tuait par-ci, on tuait par-là, mais je n'avais pas la même approche de la situation. Voilà, vivre ça, je le répète, c'est très différent d'entendre parler. Ce qui s'est passé sur la route de Bungu, voilà, ça serait très mal placé de dire que ça a été peut-être une chance, qu'on était sur une évacuation, sur le plan de retour. Voilà. Parce que si c'était à l'aller, la plupart du temps, en partant, le convoi il est extrêmement long. Il est extrêmement long pour, j'allais dire, pour le nombre d'éléments de défense qui est mis à la disposition pour sécuriser. Voilà. Tu vas trouver les cars, souvent on est 4, 5. Tu vas trouver souvent les citernes qui valent 10, 11, qui sont alignés. Il y a d'autres engins qui suivent, tous ils sont alignés. Souvent on se pose la question, en cas de problème, comment ils pourraient sauver le maximum de personnes. Est-ce que ça vous amène aujourd'hui à des réflexions sur effectivement la façon de sécuriser justement les convois miniers? Oui, je me dis que le personnel, je ne suis pas un professionnel de la situation. Le personnel, quand je vois le personnel mobilisé pour sécuriser ces convois qui est extrêmement long, c'est faible. C'est faible. Et en plus de cela, vu le programme de la structure de la mine, c'est prévisible que n'importe qui peut savoir à quel moment vous vous déplacez. Parce que d'habitude, nous, de départ sur Ouagabougou, ça se fait tous les mardis. Tous les mardis et le retour, c'est tous les mercredis. Voilà, ça ça, tout le monde peut être au courant de ça et planifier toutes les bêtises qu'il a envie de planifier. Voilà. Donc il y a à revoir tout ça. Il y a à revoir tout ça. Quand on regarde aussi un peu, comme on appelle ça, l'état de la voie, elle est lamentable. C'est peut-être aussi qu'au niveau, entre l'État et les sociétés minières, il y a un travail à faire effectivement, peut-être pour travailler sur ces aspects. Le minimum à faire... les routes, le minimum à faire... au site minier. Ouais, le minimum à faire, particulièrement sur cette route sur laquelle j'ai été blessé là, quand je regarde, le minimum à faire là,
c'est goudronner cette route-là. Parce que quand tu regardes, plusieurs fois on a voyagé pendant les saisons pluvieuses. Les militaires ont été obligés de se descendre, dégager d'autres nouvelles voies pour qu'on puisse passer. Dans ces conditions, je pense que c'est très difficile de pouvoir voyager en toute sécurité. Est-ce que dans le convoi, avez-vous vu venir la menace? Pardon? Est-ce que vous avez vu venir la menace, justement, dans le convoi? Moi, personnellement, je n'ai pas vu venir la menace parce que j'étais assis à ma place, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique. Comme d'habitude, les tirs, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Voilà, parce que ceux-mêmes qui nous protègent, ils font chaque fois des tirs de sommation. Voilà. Maintenant, en temps de tir, pour savoir, c'est un tir de sommation ou bien c'est le tir de l'ennemi, c'est souvent compliqué si ce n'est pas que ça atteint le convoi lui-même. Tu vas comprendre que là, ce n'est pas les gars qui nous protègent, qui tirent sur nous, ça, c'est l'ennemi. Voilà. Moi, particulièrement, j'étais assis, j'écoutais de la musique, j'avais mis ma ceinture. Voilà. Le moment que j'ai su qu'on a été attaqué, c'est quand j'ai été atteint avec la panique pour enlever la ceinture de sécurité. Je vous avoue que ce n'était pas du tout simple. C'est dans cette tentative-là que j'ai reçu les autres balles. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'avais pu l'enlever et puis revenir. D'habitude, ils donnent des consignes de sécurité en cas de problème, comment il faut se comporter, tout ça, notamment se ranger. Voilà. Siaka, c'est vrai que c'est là le témoignage d'un blessé, un rescapé, mais ça amène un certain nombre de questionnements justement sur la sécurisation des sites miniers, la sécurisation des convois. C'est un ensemble de choses aussi que ça pourrait engendrer comme enseignement justement sur ces questions. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on assiste au témoignage de quelqu'un qui est encore en situation encore traumatique, il faut le dire, les difficultés d'élocution et tout ça montrent que le traumatisme n'est pas encore passé. Et ça vous donne la chair de poule. C'est vrai qu'on a réfléchi par deux fois, est-ce qu'effectivement il fallait qu'il témoigne, mais il a tenu à le faire parce qu'il pense qu'au-delà de tout, il y a un appel à faire à l'ensemble des Burkinabés sur la réalité de la situation aujourd'hui. Ça permet de toucher du doigt cette réalité du terrorisme-là. Jusqu'à présent, on avait généralement affaire à des attaques contre des militaires, des gendarmes ou des policiers, ce qui nous donnait un peu cette impression que c'était presque un peu normal que ces gens qui sont dédiés au travail des armes, la protection de la sécurité, qu'il arrive ça, même si on déplore beaucoup les morts qui sont survenus. Mais ici, il s'agit de civils qui sont dans leur habitude de travail, qui reviennent de leur lieu de travail. Donc, ça a eu un grand choc sur l'ensemble de la population et surtout, ça nous a donné une réalité de ce terrorisme-là que nous sommes en train de vivre. D'où la réaction normale, c'est de réfléchir encore plus sur ces drames qui arrivent au Burkina Faso, surtout sur comment on va en sortir. Et depuis les événements de Bunkou, donc, les réflexions se mènent bon train, les discussions dans les familles, dans les lieux de regroupement sont vives, et beaucoup avancent plusieurs hypothèses. Donc on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de cette situation-là. Parce qu'avec ce qui est arrivé, on sait que la mine et les services de sécurité ont pris plusieurs dispositions pour sécuriser les convois. Il a parlé des tirs de sommation et puis des personnels militaires en civil qui sont dans les cars, qui leur donnent également des consignes. Donc beaucoup est fait pour empêcher que des situations arrivent. Mais malgré cela, on a vu que ce drame est arrivé quand même, et surtout avec autant de victimes. Donc ça amène à se demander, est-ce qu'on va finalement pouvoir s'en sortir si toutefois les terroristes décidaient d'intensifier leurs attaques en plusieurs endroits différents du territoire. Donc on se demande comment est-ce que cela va être résolu. Cela amène à réfléchir à
ce que le général français Bruno Clément Bollé, qui est un expert donc, sur les questions de sécurité, a dit. Il dit qu'aujourd'hui, à la fois la force Barkhane et les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont, entre griffes, je cite, perdu l'initiative. Il explique que perdre l'initiative en termes militaires, ça veut dire que c'est l'ennemi qui décide de où et quand aura lieu l'attaque. Et quand on regarde, effectivement, c'est la réalité. C'est l'ennemi qui décide quand et où il va attaquer. Et nous sommes en mode de réaction au niveau des forces de défense et de sécurité. D'accord. Pour terminer, M. Tankwano, quels sont les enseignements que vous tirez aujourd'hui après cette attaque? Sur la question justement sécuritaire. Oui. Sur la question sécuritaire, je voulais ajouter un peu une petite observation, notamment pendant la saison pluvieuse. Voilà, le Burkina Faso est un pays agricole. Quand je regarde les tirs de sommation, pendant les cultures, les tirs de sommation, souvent tu vas voir qu'on est en train de faire des tirs de sommation, les champs des gens. C'est pas loin. Je me demande, est-ce que tout ce paramètre-là a été réuni pour ne pas pouvoir atteindre même souvent la population dans leurs activités, exactement. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par la suite de cela encore, il y a ce que je voulais ajouter. J'ai remarqué qu'ici, au Burkina, les gens donnent les informations sans avoir les sources nécessaires. Voilà. Moi particulièrement, ma famille m'a pleuré. Il m'a pleuré parce que ils ont été tous informés que j'étais décédé. Voilà. Voilà. Ils attendaient un corps et non un blessé. Voilà. Donc, encore une fois, le débat, ici, c'est encore une fois la gestion de la communication liée aux attaques terroristes. Il y a des gens qui sont pressés de donner des informations qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est dangereux. Voilà. Il faut vraiment que les gens évitent ça au maximum. Voilà. Pleurer quelqu'un alors que la personne est vivante, attend un cadavre. Ne réunit pas la même énergie que attendre un blessé pour pouvoir le sauver. Voilà. Dites à quelqu'un qu'il est mort, dites à quelqu'un que son parent est mort, lui, il pleure seulement. Il pleure et il attend le corps pour faire ce qu'il a à faire. Alors que s'il a la bonne information qu'il est blessé, il peut réunir toutes les forces nécessaires pour pouvoir le prendre en charge. Ce que je veux demander encore à plus l'État burkinabé, c'est dans la réaction, dans la prise en charge des blessés en cas de pareille situation. Voilà, parce que nous, on a été attaqués de 9h30 environ. On a atteint Ougarou, CSPS Ougarou, vers les 9h, je ne maîtrise pas, mais l'hélico est venu nous chercher aux environs de 15h. Voilà. Avec le minimum de soins, c'est parce que moi aussi j'ai des petites connaissances en santé qui tenaient la pression de ma main sur les différents points pour ne pas perdre trop de sang. Je me dirais que à quelque part ça aussi, ça m'a sauvé. Je veux profiter peut-être ici de votre micro, rendre grâce à Dieu parce que recevoir 3 balles et être debout aujourd'hui pour faire un témoignage, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, permettez-moi de m'incliner sur la mémoire des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés et beaucoup de courage aux familles et inviter à tout le monde de comprendre qu'aujourd'hui, là, le combat du terrorisme, là, ce n'est pas le combat de l'État uniquement. C'est le combat de tout le monde, de toute la population. C'est ce que j'avais à dire. Merci.
pour ce témoignage, justement. Merci encore une fois, Yambouado Tankwano, vous avez tenu justement à passer ce message à l'endroit de la population burkinabé. Merci encore une fois. Seka Coulibaly, encore une fois, il a parlé donc de la circulation de l'information en pareille circulation. C'est vrai que c'est un débat qui revient de façon récurrente. Comment gérer cette communication de crise quand il y a des attaques comme ça? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide qui fait qu'au niveau des réseaux sociaux, très rapidement, c'est comblé, parfois par des informations qui ne sont pas toujours fondées. Il y en a qui savaient vrai, mais pas toujours fondées. Surtout, effectivement, quand on annonce qu'il y a eu des morts en masse et que vous avez une famille concernée, qui est concernée, un parent qui est concerné, forcément, vous êtes dans une situation où vous demandez s'il ne fait pas partie des victimes. C'est le problème aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui, au niveau donc, de la communication gouvernementale, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de vide, de sorte à permettre justement à certains canaux d'occuper le terrain et de pouvoir donner des informations qui peuvent encore créer plus de psychose. Oui, tout à fait. Cette question de la communication, on en a beaucoup parlé ici, que ce soit à l'occasion donc de Bungu ou d'autres occasions, on en a beaucoup parlé. Et on a aussi déploré l'organisation qui est faite de cette communication-là, qui, avec les témoignages, démontre qu'il y a beaucoup de lacunes et d'insuffisances à ce niveau-là. On a plusieurs fois également proposé que l'information soit plutôt proactive que de la laisser se diffuser un peu partout sur tous les canaux possibles. Dans cette circonstance, je pense qu'il aurait été très adéquat que le gouvernement, encore plus opérationnel, les forces armées, mettent en place une cellule, disons, de gestion de la communication qui va aller des services spécifiques de l'armée, des forces de défense et de sécurité, de la gendarmerie, la police, mais également avec les médias classiques qui peuvent être intégrés dans cette communication des crises-là. De sorte que les canaux dont vous disposez en tant que médias soient également mis à contribution. Parce qu'on le sait, certains d'entre vous ont des correspondants dans les localités du pays. Certains ont également des contacts avec ceux qui sont sur le terrain, qui sont parmi les blessés, etc. Donc, ils auraient pu avoir des informations, même opérationnelles, pour aider les forces de défense et de sécurité, plutôt que d'aller dans le sens où le gouvernement est parti, en refermant la communication autour du code pénal aujourd'hui, qui fait que même les médias classiques, qui sont reconnus pour leur professionnalisme, hésitent et ont peur de prendre en charge la communication. Et du coup, on perd beaucoup en termes de communication et même en termes de pertes, parce que des choses auraient pu être réglées, des vies auraient pu être sauvées si la communication avait été mieux gérée. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout semble sensible. On a parlé des réactions au lieu d'actions. On parle des forces de défense et de sécurité, mais c'est aussi pareil au niveau de la communication où on est dans la réaction face à des informations qu'on estime erronées au lieu de prendre l'initiative justement de la communication, même si le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, préfère plutôt trouver quelque chose à redire sur le traitement de l'information par les médias plutôt que de voir notamment la communication gouvernementale à son niveau. Vous aurez pu aider. Justement, sur cette question, le point de presse du gouvernement cette semaine où le ministre de la Sécurité s'est voulu rassurant, les terroristes seront traqués jusque dans leur dernier retranchement, a-t-il déclaré. Dans son grand oral face à la presse, le ministre de la Sécurité s'est voulu rassurant à un moment où l'insécurité est grandissante. Ousseini Compaoré invite les Burkinabés à ne pas céder à la panique, mais à faire confiance à l'armée. À l'entendre, les terroristes vont être traqués jusqu'à leur dernier retranchement et seront mis hors d'état de nuire. C'est une question de temps et d'organisation. L'héritage laissé par nos ancêtres, nous allons le préserver et nous allons le garder jalousement. Personne, j'ai bien dit personne, ne va faire reculer les Burkinabés. Nous irons chercher ces fauteurs de troubles où ils sont. Même s'ils sont dans des trous de souris, nous irons les chercher. Dans son adresse à la nation jeudi dernier, le président du Faso annonçait le recrutement de volontaires pour défendre l'intégrité du territoire national. Une initiative qui, selon le ministre de la Sécurité, ne serait pas la porte ouverte à l'anarchie. L'entrée au sein des rangs des FDS
devrait se faire sous certaines conditions. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence, il y a un certain nombre de critères. Concernant les policiers de Djibo qui ont déserté après les attaques contre leur position, le ministre de la Sécurité affirme que des procédures disciplinaires sont en cours. Son collègue de la communication appelle les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information, en cette période où, dit-il, les fake news desservent le combat des FDS. Voilà donc pour ce qui est du point de presse du gouvernement Siaka Coulibaly, on en parlait, vous l'avez justement entendu, le ministre porte-parole du gouvernement qui pense qu'il y a un problème dans le traitement de l'information liée aux attaques terroristes, justement, pendant que d'autres, au niveau des médias, on accuse le gouvernement de ne pas véritablement assurer au niveau donc de la communication à ce niveau. Le débat, il est toujours posé. Tout à fait. Moi, ma perception est très claire sur ce sujet. Pour moi, le gouvernement devrait mettre un dispositif qui intègre les médias classiques qui sont déjà agréés par les services publics, les pouvoirs publics, et leur permettre de participer à la gestion de la communication, de sorte à éviter justement que les fausses informations ne puissent venir nuire au travail. Je veux dire, si ce dispositif est mis en place et qu'il est connu du public que tel journaliste font partie donc de la cellule de crise de la communication du terrorisme, une fois que des attaques vont avoir lieu, tant que ces personnes ne vont pas s'adresser au public, on saura que ce n'est pas une information réelle. Mais lorsque ces gens vont intervenir, on dira oui, effectivement, ces personnes-là ont intervenu parce qu'elles prennent leur information à une source fiable. Mais si ce n'est pas le cas, les gens sont laissés à eux-mêmes, chacun y va de sa communication. Et aussi, ce sont les médias non conventionnels, non classiques, qui prennent le dessus, notamment les réseaux sociaux. Il se trouve justement qu'au niveau, de plus en plus, au niveau des réseaux sociaux, des informations fiables sont données. Parfois. Les informations qui sont données se trouvent après confirmées par les sources officielles, oui. Si bien qu'on se dit, est-ce qu'effectivement, en laissant le vide, le gouvernement ne contribue pas justement à crédibiliser davantage ce qui se dit sur les réseaux sociaux, puisque par la suite, justement, oui, les informations diffusées à ce niveau se trouvent vérifiées. Voilà. Le risque qu'il y a ici, c'est que une fois qu'on a brimé, on a bridé, disons, les journaux, les médias classiques, je peux m'imaginer que, n'ayant pas d'espace officiel d'intervention, certains journalistes font passer donc l'information à travers les gens qu'ils connaissent, et c'est peut-être ça qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Mais s'ils avaient la possibilité de faire des points de presse eux-mêmes, des bulletins d'information à temps précis dans leurs propres médias, je pense qu'ils auraient peut-être laissé ces informations à leur niveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, des informations arrivent à sortir et sont confirmées, y compris par les chaînes internationales et les services officiels. Du coup, ça donne une crédibilité aux réseaux sociaux, en particulier à certains des activistes précis qui interviennent sur ces questions-là. Et on est en train d'assister à une diffusion de la gestion de l'information des centres officiels vers donc un centre diffus, des centres diffus, pardon, ou qui ne seraient pas maîtrisés par le gouvernement. Pendant certains moments, ça peut peut-être jouer en faveur de l'information juste, mais qui sait comment est-ce que les choses peuvent se dérouler un jour? Ces sources-là peuvent devenir létales et nocives pour l'information et pour l'action de lutte antiterroriste. Donc il faudrait voir comment on peut rajuster encore la gestion de l'information, de sorte que ce ne soit pas un des domaines de lacunes qui pourrait servir encore à aggraver la situation que nous vivons déjà à l'heure actuelle. Il y a le ministre de la Sécurité, justement, qui rassure et qui encore visiblement semble plus que jamais engagé à passer à l'offensive. Cette semaine, on annonce aussi la neutralisation, en tout cas, de 24 terroristes, notamment dans le Nord, notamment au niveau du département de Titao. C'est peut-être une bonne chose, mais là encore, c'est suite aussi à une embuscade où il y a eu réaction.
Mais toujours est-il qu'il y a de temps en temps des victoires comme ça aussi qui donnent des espoirs. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que le blessé Tankwano a dit ici. Il a parlé des tirs de sommation qui sont faits par les services de sécurité qui les encadraient. Et il a semblé dire que ces tirs de sommation étaient faits dans les champs où se trouvait déjà une partie des populations. Et apparemment, il craint que cela ne cause également des problèmes, peut-être une sorte de psychose qui sont créés aux populations. Cela m'amène à revenir à certains aspects qui ont été déjà évoqués dans le passé, qui ont été indexés par des organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International ou le MBDHP au plan national et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation, qui font état donc d'exécutions sommaires et surtout d'atteinte des personnes qui ne seraient pas vraiment certifiées être des terroristes. Et là, ça traîne donc la question de la gestion de la guerre psychologique qui se mène entre les forces de défense et de sécurité et les terroristes. Si, d'aventure, et on a entendu certains témoignages des populations déplacées qui disent qu'elles craignaient aussi bien les terroristes que les forces de défense et de sécurité à certains endroits, notamment au nord. C'est pour dire que la guerre se gagne aussi bien par les activités militaires que par la guerre psychologique, la gestion donc des relations entre les services de défense et de sécurité et les populations sur le terrain. Et celui qui décide en réalité de la victoire de la guerre, ce sont les populations. On l'a vu dans le passé dans les grands cas classiques comme le Vietnam, l'Afghanistan, mais également dans la question du terrorisme, la façon dont les populations se positionnent pour ou contre les forces de défense et de sécurité peut faciliter ou en tout cas accélérer leur victoire contre les terroristes. Mais s'il arrivait que une gestion donc des actions et des ripostes des forces de défense et de sécurité entraînait une incompréhension de la part des populations, je crains que ça ne joue également en défaveur des forces de défense et de sécurité. Et au final, les populations pourraient voir passer des forces de défense et de sécurité et des terroristes, pourraient savoir qu'il y a une embuscade qui est préparée et ne pas informer les forces de défense et de sécurité. Et là, à ce rythme-là, il serait assez difficile, même si on intègre les volontaires, de réussir à gagner la guerre avec cette situation-là. Justement. Et parlant de cette situation avec ce qu'il y a derrière comme guerre de communication, cette semaine, il y a eu l'interpellation de l'activiste Naïm Touré, justement, où il lui est reproché notamment une question de, comme motif, on pense qu'il contribue à démoraliser les troupes sur le terrain. D'abord, la procédure, visiblement, a posé problème, la procédure de son interpellation. Tout à fait. On s'est rendu compte par surprise comme ça que Naïm Touré avait encore été une énième fois interpellé. Et au départ, vous vous rappelez qu'on a parlé d'enlèvement parce que justement, cette question des procédures posait problème. Il n'a pas été notifié une arrestation. On ne lui a pas notifié une arrestation formelle. Et l'heure à laquelle cela se passait, on imaginait que toutes les procédures n'avaient pas été respectées. Et par la suite, on l'a vu, le procureur ou certains responsables de la justice ont pu dire que l'affaire n'était pas aussi rondement menée qu'elle aurait dû l'être. Donc, ça amène encore à se poser des questions. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ce type de situation amène à un peu douter de du professionnalisme des services publics dans la question de la lutte contre le terrorisme. Et quand on voit que des cas comme Bungu se sont déroulés avec autant de morts qu'on a pu déplorer, et que au lieu qu'on puisse assister à une riposte efficace, c'est-à-dire à l'arrestation des terroristes, à leur destruction et autres, on voit plutôt que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment avoir affaire à cette situation-là, qui sont plutôt interpellés. Donc Naïm Touré, on le sait, mène une action dans les réseaux sociaux et ça s'arrête là. Et dans ce qu'il dit jusqu'à présent, il prend soin, même s'il a un langage assez agressif, il prend soin quand même de préserver les aspects judiciaires dans sa communication. Donc, justement, la question aujourd'hui, il y a la procédure, il y a aussi ce motif-là qui fait polémique.
qui est d'ailleurs aujourd'hui tournée en dérision, la question de la démoralisation des forces de défense et de sécurité sur le terrain. À partir de quel moment on pense que l'acte qu'on a posé contribue à démoraliser les troupes sur le terrain? Je pense que c'est assez large, c'est assez bateau. Je pense que personne aujourd'hui ne peut expliquer en quoi consiste exactement la démoralisation des troupes. Et quand le projet de loi avait été rendu public, on avait tous dit ça. On avait fait l'analyse préalable à l'adoption de la loi en disant que la terminologie était pas assez précise pour figurer dans un code pénal. Parce que les critères permettant d'identifier une démoralisation, on ne les a pas. Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence? C'est l'arbitraire. En ce moment, c'est l'officier de police judiciaire qui se sent, qui pense qu'il y a ici démoralisation, qui engage l'action. Un autre officier de police judiciaire peut penser que les mêmes faits ne constituent pas une démoralisation. Donc on a une situation d'arbitraire maintenant, parce que les critères constitutifs de la démoralisation n'ont pas été indiqués ni dans le code pénal, ni dans le code des procédures pénales. Et c'est une situation qui fait régresser la protection judiciaire à travers donc des dispositions qui ne sont pas du tout précises. Et malheureusement, malgré les critiques qui avaient été élevées à l'époque, la loi a été quand même votée par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où les services judiciaires, les officiers de police judiciaire peuvent engager une action. Tout est dans l'interprétation. Tout est dans l'interprétation. Et ça peut différer d'une personne à une autre. Un officier de police judiciaire peut penser qu'il y a démoralisation. Sur les mêmes faits, un autre pense qu'il n'y a pas de démoralisation, donc il n'y a pas d'action. Et voilà donc l'arbitraire qui est répandu. Et tout le monde aujourd'hui se retrouve en danger parce qu'à tout moment, on peut être arrêté, même par ce que nous sommes en train de dire ici, malgré les précautions que nous prenons. Quelqu'un peut penser que malgré tout, ça démoralise les troupes et engager des actions sur cette base-là. Et il serait totalement en accord avec la loi parce que la loi, justement, n'est pas précise là. Et c'est ça qui vient donc d'être révélé avec le dernier cas Naïm Touré. Et la décision du procureur qui ne retient pas de charge, est-ce parce qu'il estime justement que là, il n'y a pas de démoralisation ou c'est juste la procédure peut-être qui est à la base de sa position? Il y a la procédure, mais surtout, je crois qu'il y a la qualification. Parce que le procureur Santi n'a pas été informé. Lorsqu'on lui soumet le cas, au moment où on lui soumet, il va observer les pièces qui sont mises à sa disposition. Il verra que la qualification qui est faite n'est pas suffisante. Il va lui-même essayer de requalifier pour pouvoir correspondre aux lois qu'il connaît très bien. Et s'il n'y arrive pas, par fini, il est obligé donc de prendre la décision qu'il a prise, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de charge contre Naïm Touré et il a été bénéficiaire d'une relaxe pure et simple. Pour certains, il s'agit là, la coïncidence n'est pas fortuite. Il y a Bungu, avec tout ce que ça comportait comme charge émotionnelle et comme critique vive vis-à-vis de la gouvernance sécuritaire. Mais en même temps, on a vu que cette question, cette affaire quelque peu légère, est venue quelque peu faire oublier Bungu. Oui, ça a été une sorte de dérivation donc, de l'opinion d'un sujet dramatique, un psychodrame de Bungu vers une affaire un peu moins dramatique, parce que quand même Naïm Touré, on le sait, n'est pas sa première interpellation. Et surtout, on le sait, très souvent, il est assez vite relâché. Donc, ça peut être une façon aussi de dévier donc, l'opinion des gens, la concentration, d'un sujet vraiment où les services publics n'étaient pas tout à fait à leur avantage, vers une question beaucoup plus, disons, facile à gérer. Et finalement, l'interpellation n'ayant pas été très longue, on s'est dit finalement on a plus ou moins comblé le déficit et que finalement on s'en est sorti à bon compte. Mais ceci dit, je crains qu'en usant donc de ces procédures qui sont censées protéger les citoyens de la façon dont cela est fait, je crains qu'on amène à aggraver le fossé qu'il y a entre les populations, entre les citoyens et les institutions. La confiance qui devrait régner autour donc de cette lutte antiterroriste-là, on peut la perdre totalement si on ne fait pas attention de la manière dont on use des dispositions de la loi. Et au moment où les autorités politiques appellent à la mobilisation générale, au consensus national autour donc des efforts de guerre,
Et si en même temps il y a une perte de confiance entre les individus, les citoyens et les services publics et les institutions, je crains que la mobilisation lancée ne puisse pas être effective à un moment donné. Et dans cette ambiance-là, il y a cette suspension cette semaine d'un parti politique, le RPR, du docteur Aristide Ouedraogo, pour effectivement des propos aussi qui seront en déphasage aussi avec les textes tout à fait. régissant la vie des partis politiques. C'est également une situation qui est tout à fait conforme à l'affaire Naïm Touré, la dernière affaire Naïm Touré, où c'est l'appréciation de l'autorité qui décide d'une violation ou d'une non-violation de la loi. Bon, le ministère estime qu'il y a eu violation donc, de la charte des partis politiques. Je ne sais pas personnellement en quoi les propos tenus par un responsable des partis dans le cadre de ses prérogatives viendraient à enfreindre la loi. Il a exprimé une idée. Cette idée peut être effectivement pas bien perçue par certains acteurs, ce qui est tout à fait normal. Mais comme on l'a toujours dit, les questions d'opinion ne peuvent pas faire l'objet de mesures répressives en démocratie. Si la déclaration du FPR touche certains acteurs... C'est vrai que parfois aussi, dans les communiqués du gouvernement, il y a une sorte de flou, on ne précise pas clairement ce qu'on reproche. Oui. Si bien qu'on se demande finalement, c'est vrai qu'il a à un moment donné il a demandé la démission du président, on ne sait pas c'est ça qui est incriminé, il a à un moment donné parlé d'une forme de transition, est-ce que c'est ça qui pose problème? Concrètement, on ne met pas un doigt sur concrètement ce qu'on reproche. C'est ce que je dis, les textes qui sont en présence sont très clairs et en réalité, il serait difficile d'incriminer quelqu'un sur la base des textes qui sont là. Mais comme l'acteur en question a besoin de faire une réaction, sa réaction va dans le sens de la répression. Et il faut lui trouver quelque chose. Il trouve donc une vague description d'une violation de la loi. Et puis, il met en exergue donc les pouvoirs publics à l'encontre de ces personnes-là. Autrement dit, je ne vois pas en quoi une déclaration faite par un parti politique porterait atteinte à la loi. Si des acteurs se sentent concernés, ils disposent également des moyens inscrits dans la loi, à savoir le droit de réponse, à savoir faire un autre communiqué pareil, et rester dans le cadre donc, de la communication et de l'opinion. Ils répondent à l'autre qui a fait sa déclaration. Il ne peut pas s'agir donc de mettre des dispositions pénales en vigueur, enfin, répressive en vigueur, alors qu'il s'agit juste ici du débat politique. Moi, je trouve que là, c'est encore une violation de la loi et de l'esprit de la démocratie et de la République avec cette affaire-là. Un autre parti politique a fait une sortie cette semaine. C'est bien le MPS, le parti du professeur Augustin Loada, le mouvement patriotique pour le salut, qui n'a pas été en tout cas tendre envers le gouvernement. Le professeur Augustin Loada qui parle notamment de paradoxe. Une déclaration liminaire kilométrique lui en une trentaine de minutes face aux hommes de médias. La situation actuelle du pays scrutée à la lettre par le MPS. Le mouvement patriotique pour le salut s'insurge contre ce qu'il qualifie de paradoxe du pouvoir MPP quand il parle d'unité nationale. Déjà confrontés à l'hostilité des membres de leur ancienne famille politique qu'ils ont trahi en 2014, les nouveaux maîtres ont choisi d'ouvrir délibérément de nouveaux fronts d'opposition. En se mettant à dos non seulement une bonne partie des acteurs de l'insurrection et de la transition, mais aussi une bonne partie du front syndical. Sous aux appels à la réconciliation nationale, traitant d'apostats, j'ai vu ce titre, les apostats, les acteurs de l'insurrection qui osent parler de réconciliation, les voici qui lancent paradoxalement un appel à l'unité nationale. Comme si les acteurs politiques qui cherchent à marginaliser ne faisaient pas partie de la nation burkinabé. Mais il n'y a pas que ça qui justifie la gravité de la situation. Augustin Loada regrette un Burkina Faso plus que jamais corrompu sous le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Quand un ministre de la Défense peut s'offrir en toute impunité un château dans un environnement de pénurie,
Lorsque on entend parler de trafic de charbon fin d'une valeur de centaines de milliards de francs CFA, lorsqu'on entend chaque jour des milliards de francs CFA de marché de gré à gré ou de véhicules pick-up distribués à bout de bras, à tour de bras, à des partisans, les indicateurs d'intégrité se sont considérablement dégradés. Ce n'est pas le MPS qui le dit, c'est l'ASE, LC et le RENLAC qui soutiennent que les acteurs de la corruption n'ont plus peur. Analysant le système sécuritaire, le président du parti de Yacouba Isaac Zidar s'en prend même au management des hommes dans la défense. Au niveau de l'ANR, s'il était au pouvoir, le MPS ne nommerait jamais un officier qui n'a jamais fait un seul jour de renseignement dans sa carrière à la tête d'une institution avant-gardiste dans la lutte contre le terrorisme. Dans la vision du MPS, la question de la cohésion dans l'armée est essentielle. Nos FDS ont toujours su par le passé surmonter les difficultés de cohésion en leur sein pour privilégier l'intérêt national. Le régime actuel, malheureusement, a créé et exacerbé des clivages au sein de notre armée. Le MPS appelle à taire impérativement les dissensions au sein de l'armée en réactivant les cadres de concertation créés en 2011. Le MPS a abouti à la conclusion selon laquelle le pays doit changer de paradigme. Il faut associer la diplomatie à la résolution du problème. Il nous faut aussi intégrer des aspects diplomatiques. Quels sont nos partenaires en la matière? Il nous faut absolument diversifier nos partenaires et les amener à s'aligner sur notre vision propre. Il nous faut aussi mobiliser nos voisins du Sud. S'agissant de la proposition de recrutement de volontaires dans la défense, le MPS s'est affiché dubitatif en se questionnant sur l'effectif des FDS. S'il y a insuffisance, il faut recruter, rappelant du même coup la proposition de son président d'honneur Yacouba Isaac Zidar, qui a souhaité un recrutement exceptionnel pour renforcer les rangs des FDS. Pendant ce temps, à Abidjan, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, était en recueillement et en prière. Le Ditanier, l'hymne national du Burkina Faso, retentit à Abidjan. Les 4000 personnes présentes au Palais de la Culture de Trècheville veulent exprimer leur attachement à la mère patrie en ces temps où le terrorisme gagne du terrain. Cette cérémonie qui se veut sobre est dédiée à la mémoire des Burkinabés qui ont perdu la vie au cours des dernières attaques. Le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Notre pays est harcelé de toutes parts. Il tient encore debout grâce au courage du peuple et grâce à la bravoure de ses fils, ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Et ils sont très nombreux ceux qui, parmi eux, ont perdu la vie au combat depuis 2016. Et je tiens à leur rendre très solennellement, une fois de plus, un vibrant hommage. Parce que nos soldats se battent comme ils peuvent et ils paient un lourd sacrifice. Prévu pour être un giga-meeting, toutes les réjouissances précédemment annoncées ont été retirées du programme. Le rassemblement est finalement transformé en une cérémonie de recueillement et de prière pour la sécurité au Burkina Faso. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement de la paix, la prospérité, la santé et la joie et l'amour des uns et des autres. Tu es mort sur la croix, Jésus, pour nos meurtrissures. Et c'est par ce sacrifice que nous demandons notre Dieu de toucher maintenant chaque malade, de toucher maintenant chaque blessé. Pour les militants UPC de la Côte d'Ivoire, ces bougies allumées sont le symbole que l'espoir est permis malgré l'adversité. Le brassard noir matérialise leur soutien à la terre de leurs ancêtres. Je demande à chacun et à chacune de vous ici présents d'avoir une pensée pieuse pour nos parents, pour nos frères et nos sœurs qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes. Le Burkina sera un et il ne sera jamais divisé. Que nos ennemis se rassurent, le pays sera tenu. Permettez qu'en dépit de notre deuil, nous puissions demander à nos compatriotes de rester sereins, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique. Zéphirin Diabré, dans son discours, a appelé les Burkinabés de l'extérieur à la nécessaire solidarité vis-à-vis de la mère patrie. Une collecte de fonds a été initiée au cours de ce rassemblement pour soutenir les blessés des attaques terroristes.
Elle a permis de mobiliser un peu plus d'1 million de francs CFA. Voilà, des sorties donc de partis politiques. La question sécuritaire est au cœur de ces différentes sorties. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la sortie du MPS, le mouvement patriotique pour le salut, du professeur Augustin Loada, parti aussi du général de Yacouba Isaac Zida, ancien premier ministre du Burkina Faso sous la transition. Et là, on le voit, le MPS n'est pas du tout tendre. On a parlé tout à l'heure du RPR qui a été suspendu. Le MPS aussi n'est pas du tout tendre envers le pouvoir. Oui, tout à fait. Si on compare avec la situation du FPR de Aristide, Dr Aristide, on peut craindre que les propos donc, du MPS, professeur Loada Augustin du MPS, peuvent aussi entraîner des sanctions contre son parti, ce qui amènerait à se demander, mais finalement, quel serait le rôle des partis politiques si d'aventure les communications qu'ils faisaient en venaient à être criminalisées, à être pénalisées? Donc c'est cette question-là qui cela ouvre. On a vu il n'y a pas très longtemps le parti de Souman Touré également faire l'objet d'une suspension du même type. Et pour les mêmes raisons, une simple déclaration faite à une occasion politique entraîne donc une suspension du parti. Une mesure qui aurait dû être très extrême, c'est-à-dire être prise dans le cas d'une violation de la Constitution, par exemple pour atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité du pays. Ce sont des motifs de ces gens qui peuvent entraîner la suspension d'un parti. Mais une communication politique, même si elle indexe les autorités en place, à mon avis, ne justifie pas qu'on prenne des sanctions contre ces partis. Le professeur Loada parle de problème de cohésion au sein de l'armée. Ça peut démoraliser les troupes, à votre avis? Pour moi, ce n'est pas le cas. Maintenant, comme on l'a dit déjà sur cette question, l'appréciation de la démoralisation est laissée à l'initiative de ceux qui gèrent la sécurité, de ceux qui gèrent la justice, que ce soit la justice militaire ou la justice civile. Donc, ils pourraient apprécier à un moment donné que cela touche au moral des troupes, donc avec leur propre unité de mesure, voir que telle déclaration effectivement touche au moral des troupes, ce que nous ne pouvons pas faire, parce qu'en tant que démocrates, nous n'avons pas l'habitude d'aller dans le sens de la répression. Nous voyons plutôt la qualité de l'information, la contribution à la sécurité nationale, etc., etc. Maintenant, on voit la charge effectivement très vive du MPS contre les autorités en place sur différents secteurs. Un parti d'insurgés bon teint, on peut le dire. Un parti d'insurgés, effectivement, cela est très notable de le remarquer, c'est que c'est un parti qui regroupe des personnes qui ont joué un rôle très précis dans l'histoire politique récente du pays, notamment sous la transition. Donc ils en viennent aujourd'hui à toucher du doigt certaines questions et surtout à parler de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Cela est significatif du fait qu'il y a une prise de conscience de certains acteurs. Et on le voit aujourd'hui, il ne reste que le cercle très restreint donc, du parti au pouvoir qui continue à ne pas accepter que la réconciliation nationale est nécessaire pour pouvoir avancer. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette réconciliation nationale permettrait de déminer au moins l'ambiance et le climat politique et de permettre donc la mobilisation de tout le monde afin d'aller dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, ce terrorisme-là, il est conscient qu'il y a une division des fils et des filles du pays et donc peut agir très facilement parce qu'il sait que les efforts ne seront pas mutualisés. On ne mettra pas ensemble tous les segments donc, de la population du Burkina Faso et finalement, on le voit, par-ci, par-là, il sera très difficile de faire face aux unités terroristes qui continuent à endeuiller notre peuple. Continue à endeuiller avec de temps à autre des victoires donc, des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, de quoi donner espoir. Mais on l'a vu cette semaine, un des partenaires dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, la France, objet de tirs groupés, on l'a vu notamment du côté du Mali avec l'artiste chanteur, la star, Salif Keïta,
qui n'a pas été tendre envers son président, mais aussi envers la France. Mais on le voit aussi qu'au Burkina, ce même sentiment anti-français gagne du terrain. Et il y a quelque part aussi cette note confidentielle qui circule sur les réseaux sociaux. On attend qu'on nous dise si elle est authentique ou pas, mais toujours est-il que ça fait débat. Sur cette note du chef d'état-major adressée justement à l'ambassade de France, notamment son volet sécuritaire justement militaire, parlant d'aéronefs désormais qui pourraient être abattus en cas de survol donc, du territoire aérien sans information préalable. Oui, cette note-là, effectivement, ça ressemble à une fuite, si elle est authentique, mais nous attendons la confirmation comme vous le dites. Mais son contenu est assez révélateur du sentiment anti-français mitigé, plus que mitigé, je veux dire, qui est en train de gagner du terrain dans les pays qui sont concernés par la lutte contre le terrorisme et où la France est présente pour aider à la lutte contre le terrorisme. Je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ce sentiment anti-français exacerbé, il est très très vif à l'heure actuelle, beaucoup plus au Mali qu'ici, pour la simple raison que c'est sur le sol malien que sont disposées les forces étrangères qui aident donc à la lutte contre le terrorisme. Et malgré la présence d'au moins 5 à 8 missions étrangères sur le sol malien, on voit que c'est comme si cela ne faisait rien aux terroristes qui continuent à endeuiller. On a vu les attaques des camps Boulkessi et autres où vraiment beaucoup de morts ont été enregistrés. Et surtout, le Burkina Faso qui est sous les latitudes du Mali, donc qui aurait dû être protégé par la présence des forces étrangères qui est sur le sol malien. Et c'est ça, le constat du fait que malgré la présence des forces étrangères, avec un équipement militaire de premier plan, les attaques continuent autant que les terroristes le veulent, contre donc les intérêts burkinabés, que le sentiment anti-français est en train de monter de plus en plus. Au-delà de dire que la France est responsable, entre griffes, de l'activité des terroristes, on peut penser au moins que leur présence n'est pas efficace. Parce que malgré leur présence, il y a toujours des attaques. Et ça amène beaucoup de gens à être réticents à la présence française sur notre territoire. Ceci dit, il appartient encore une fois aux autorités de bien clarifier cette question-là. Et on en revient au contenu de la note qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si elle est authentique, c'est un incident diplomatique, non? Si elle est authentique, je pense que ça va être traité dans le cadre des accords de défense qu'il y a entre la France et le Burkina Faso, de savoir est-ce que ce type d'interpellation est conforme à l'esprit de l'accord. Est-ce que si les autorités militaires burkinabées peuvent penser que des aéronefs qui circuleraient sur leur base peuvent appartenir à leurs alliés, je vais parler ici donc des forces françaises présentes, il serait peut-être plus judicieux, à mon sens, que ces autorités militaires cherchent à se renseigner auprès de leurs alliés. Est-ce que tel jour, à telle heure, vous avez eu des opérations à tel niveau? Parce que nous avons vu passer des aéronefs au-dessus de nos positions. Si la réponse est que la France n'a pas envoyé d'aéronefs, donc les autorités militaires burkinabées peuvent penser qu'il s'agit d'aéronefs ennemis, automatiquement. Mais cette demande d'information, je pense qu'elle n'est pas tout à fait, à mon avis, je pense qu'elle n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de la coopération militaire. Parce que, comment voulez-vous que la France vous réponde maintenant? Oui, nous avons envoyé. Cela signifie qu'ils ont envoyé sans informer leurs alliés burkinabés, ce qui serait une violation donc de l'accord. Et aujourd'hui, il est difficile à la France aujourd'hui de reconnaître avoir envoyé des aéronefs. Et si elle est authentique, on pourrait penser que c'est une volonté donc d'attiser ce sentiment anti-français. Exactement, d'attiser le sentiment anti-français, mais surtout de modifier la coopération qu'il y a entre les Burkinabés et la France sur ces terrains-là. Cela signifie que les opérations militaires ne sont pas coordonnées. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que la France est capable de lancer des aéronefs sans que la partie burkinabé ne soit informée. Mais ça, je crois qu'il faut tout de suite que les autorités politiques mettent en place des missions d'information, d'investigation, pour clarifier cette question-là, pour que dans le futur, il n'y ait pas d'imbroglio sur les déploiements des forces qui pourraient être utilisés par les terroristes
Parce que si d'aventure, il y a des aéronefs qui circulent et que les Burkinabés et les Français ne peuvent pas s'accorder sur quand est-ce que les uns et les autres interviennent, en ce moment, tout le monde pourrait envoyer des aéronefs et ce serait au détriment des Burkinabés. Merci, Cheka Koulibaly. Merci. Ce sera tout pour ce numéro du 7 Info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur BF1. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.